Salut à tous et à toutes, chaque jour apporte son lot de bouleversements, mais aujourd'hui, l'actualité prend une tournure particulière. Je suis Erlich Dorelas. Vous êtes sur le grand journal de Swag Radio. Entre tensions politiques, enjeux humains et décisions historiques, mardi 3 mars 2026, deuxième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Depuis les studios de Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. On est avec du style, écoutez Swag Radio sur Alexa, Open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Israël a lancé une nouvelle frappe sur la capitale iranienne, Téhéran, et l'Iran a riposté au troisième jour du conflit. L'ambassade américaine à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, aura été touchée par 2 drones vraisemblablement iraniens. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Des explosions ont été entendues à Téhéran aux premières heures de mardi. L'armée israélienne affirme avoir attaqué plusieurs institutions gouvernementales, lançant plus de 250 bombes et missiles lundi. Toujours mardi matin, le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a annoncé que son unité de drones navals avait mené sa 13e série d'opérations visant une base militaire américaine au Koweït. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole quotidien mondial, et a promis de faire feu sur quiconque tenterait de le franchir. À Washington, le président américain Donald Trump s'est exprimé à la Maison-Blanche pour la première fois depuis le début de l'attaque contre l'Iran. Il a déclaré que la guerre pourrait durer 1 mois ou plus et que les États-Unis feraient tout ce qui était en leur pouvoir. Le président Trump a déclaré au New York Post qu'il n'excluait pas le déploiement de troupes terrestres si nécessaire. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a quant à lui défendu lundi sa décision de ne pas soutenir les premières frappes américano-israéliennes suite aux critiques du président Trump. Nous irons en Arabie Saoudite dans ce grand journal. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à l'ambassade des États-Unis à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, à la suite d'une explosion dont l'origine reste à déterminer. Selon les premières informations disponibles, une forte déflagration a été entendue aux alentours de minuit dans le quartier diplomatique, provoquant un important départ de feu à l'intérieur du complexe diplomatique américain. Des panaches de fumée étaient visibles à plusieurs kilomètres, suscitant l'inquiétude des riverains. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. Une épaisse fumée noire en plein cœur du quartier diplomatique de Riyad. Cette nuit, l'ambassade américaine en Arabie Saoudite a été visée par 2 drones iraniens. L'attaque n'a fait aucune victime, mais les dégâts matériels sont légers. C'est la première fois dans le conflit qu'un bâtiment diplomatique américain est directement touché. Donald Trump dit préparer la riposte. Le président Trump m'a dit que nous saurions bientôt quelle serait la riposte à l'attaque contre l'ambassade américaine à Riyad, ainsi qu'à la mort des militaires américains. Dans la même soirée, 8 autres drones ont cette fois pu être interceptés avant de toucher la capitale et une autre ville du pays, selon les autorités saoudiennes. L'ambassade appelle les citoyens américains à rester à l'abri. En Jordanie et au Koweït, les ambassades américaines sur place ont été fermées, craignant d'autres attaques. Les pays du Golfe alliés des États-Unis ont été placés en alerte maximale. Quel est le rôle de la presse dans cette guerre? Un conflit majeur, sous-médiatisé dans certains grands titres. Dans le lancement des opérations américaines et israéliennes, incluant des frappes sur des centres de commandement à Téhéran, la possible élimination de hauts responsables, y compris le guide suprême iranien. Certains médias occidentaux ont adopté un ton relativement réservé aux erratiques dans leur première couverture, alors que des milliers de vies civiles sont touchées par des bombardements, des pertes humaines massives et des déplacements forcés. La violence américaine et israélienne n'a pas toujours été mise en avant avec la même intensité que lorsque les acteurs adverses de l'Occident sont impliqués. Le récit est signé RT dans ce grand journal. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. L'escalade du conflit au Moyen-Orient continue de faire de nombreuses victimes et l'Occident et ses médias n'ont même pas faim de dissimuler leur joie face à cette situation dévastatrice qui continue de faire des ravages. Les grands titres des médias en disent long. D'autres pays comme la Chine ou encore la Russie condamnent l'attaque contre l'Iran initiée par les États-Unis et Israël, tandis que les responsables occidentaux apportent ouvertement leur soutien à Washington et Tel Aviv. Dans un communiqué conjoint d'Emmanuel Macron, du chancelier allemand Friedrich Merz et du Premier ministre britannique
Keir Starmer, l'Europe a condamné l'Iran. Nous n'avons pas participé à ces frappes, mais nous sommes en contact étroit avec nos partenaires internationaux, notamment les États-Unis, Israël et nos partenaires dans la région. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la stabilité régionale et de la protection des civils. Le Premier ministre canadien Mark Carney affirme de son côté soutenir les États-Unis, tout comme l'Ukraine et l'Australie. Le Canada appuie les mesures prises par les États-Unis pour empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire et pour empêcher son régime de continuer à menacer la paix et la sécurité internationale. La cause des événements actuels réside précisément dans la violence et l'arbitraire du régime iranien, notamment dans les meurtres et les répressions visant des manifestants pacifiques, qui ont pris ces derniers mois une ampleur particulièrement importante. Le rôle de leurs médias ici est essentiel, rallier le plus grand nombre possible à leur cause, même si une minorité seulement semble se réjouir de la mort d'un vieillard de 86 ans. Mort d'Ali Khamenei, des scènes de liesse éclatent dans plusieurs villes iraniennes. Des Iraniens en Atlantique se réjouissent de la mort de l'ayatollah Khamenei. Mort de Khamenei, les Iraniens d'Allemagne entre euphorie et espoir. Des cris de joie et des célébrations entendues à Téhéran après l'annonce de la mort de Khamenei. Des Iraniens descendent dans la rue pour célébrer la mort de Khamenei. Entre joie et inquiétude, la diaspora iranienne observe de loin les frappes américano-israéliennes. En Iran, des réactions mélangent joie et incrédulité après la mort de Khamenei. Le problème avec ce narratif, c'est que l'assassinat du guide de la révolution islamique d'Iran a eu un effet d'onde de choc. Des centaines de milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues pour manifester ou apporter leur soutien au gouvernement, condamner l'assassinat d'Ali Khamenei, mais surtout appeler à la vengeance. De nombreux rassemblements en soutien au peuple iranien ont aussi eu lieu dans de nombreuses capitales à travers le monde, y compris à New York, sauf qu'il n'y a eu aucune mention de ces campagnes pro-iraniennes dans les médias occidentaux. Qui a fait de nous les maîtres du monde? L'Iran est un pays indépendant. Qu'est-ce qui leur fait penser que nous pouvons venir les réparer alors que nous ne sommes même pas capables de réparer notre propre pays? Je suis ici parce que notre soi-disant président vient de déclencher ce qui, à mon avis, deviendra la Troisième Guerre mondiale. Je suis ici aujourd'hui pour prendre clairement position en défense de l'Iran contre une attaque impérialiste. Nous cherchons à mobiliser les forces les plus larges possibles pour descendre dans la rue, défendre l'Iran et mettre fin à l'agression de l'impérialisme américain. Je dirais qu'il s'agit d'un acte d'agression non provoqué, d'une guerre illégale. Il faut que cela prenne fin. Trump et Netanyahou ont attaqué différents pays à travers le monde au cours des dernières années. Ces actes d'agression ne sont pas acceptables. À l'ONU, la Chine, la Russie sont presque les seuls à défendre cette violation flagrante et ostentatoire du droit international. Les pays occidentaux le brandissent à leur convenance, mais quand il s'agit de défendre les mêmes lois en faveur de pays comme l'Iran ou encore le Venezuela, ce droit international semble tout à coup se dissiper et devenir inexistant. Pour l'instant, les bombardements se poursuivent, les pays occidentaux appellent davantage à l'escalade, mais qui sème le vent récolte la tempête. Zoom sur la guerre israélo-américaine en Iran. Ancien analyste de la Central Intelligence Agency, CIA, ex-responsable au département d'État américain, Larry C. Johnson a récemment livré une analyse approfondie de l'escalade militaire entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Selon lui, le conflit actuel marque un tournant stratégique majeur au Moyen-Orient et pourrait avoir des conséquences mondiales durables. Écoutons Larry C. Johnson. Soit la CIA a menti à Trump au sujet des capacités de l'Iran et Trump l'a cru, soit il est possible que la CIA ait en réalité dit la vérité à Trump et qu'il l'ait ignoré. Ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Bonne chance pour essayer de le rouvrir. Nous avons déjà vu les limites de la puissance navale américaine. Ils ont des navires coincés dans le golfe Persique qui ne peuvent pas en sortir, et leur principal port à Bahreïn a été détruit ou gravement endommagé. Donc je veux dire ce que nous allons voir d'ici 2 semaines, tout comme en juin dernier, c'est que les États-Unis et Israël vont être à court de carburant. Ils continueront à nous combattre jusqu'à notre épuisement, car nous serons les premiers à manquer de ressources du côté de la défense aérienne. Nous en manquerons, et alors les avions et tout le reste seront exposés. Il faut les retirer de la région, ce qui augmente encore les coûts. Cela devient stratégiquement très très difficile. On nous dit que les États-Unis ont la plus grande et la plus puissante armée de l'histoire du monde. Et, vous savez, après avoir essayé de frapper l'Iran de toutes leurs forces, l'Iran est toujours debout et il riposte. Et les États-Unis ne peuvent pas les empêcher de riposter.
C'est ce qui renforce la réputation de l'Iran. Quelqu'un s'est enfin dressé contre les États-Unis, et les États-Unis n'ont pas pu les vaincre. Je pense que ce sera l'une des véritables conséquences de tout cela. La seule chose qui pourrait empêcher que cela dure plus longtemps serait qu'Israël et les États-Unis se rendent en disant « D'accord, nous abandonnons, arrêtons la guerre, nous subissons trop de pertes ». Eh bien, cela n'arrivera pas. Il va falloir trouver un moyen de déclarer la victoire et de partir. Malgré la guerre économique entre les États-Unis et le Canada, le Premier ministre canadien Mark Carney vient de terminer sa visite en Inde. Il n'a toujours pas commenté son appui aux frappes israélo-américaines en Iran. C'est la ministre des Affaires étrangères Anita Anand qui a dû répondre aux questions des journalistes. Nul ne sait si Mark Carney a évoqué l'épineuse question de l'ingérence étrangère lors de sa rencontre en tête-à-tête avec son homologue indien Narendra Modi. Il était avec la correspondante envoyée spéciale de Radio-Canada New Delhi, Yasmine Mehdi, dans ce grand journal. Un sourire franc, une poignée de main chaleureuse. Narendra Modi accueille son ami Mark Carney à New Delhi. Dans son allocution, il se réjouit de la coopération entre les deux pays et en attribue le crédit à Mark Carney. Narendra Modi a d'ailleurs accepté l'invitation de Mark Carney de se rendre au Canada. Comme l'Inde, le Canada voit un monde en profonde transformation. Ottawa et New Delhi ont signé de nombreux protocoles d'entente. Les deux pays s'entendent aussi pour conclure un accord commercial global cette année. Mark Carney devait s'adresser aux journalistes après sa rencontre avec Narendra Modi, mais il a annulé sa conférence de presse à la dernière minute. Ce sont ces ministres qui ont fait le point et qui ont dû défendre leur rapprochement avec l'Inde, un pays accusé d'ingérence et de répression transnationale au Canada. We need to have these diplomatic conversations in order to make progress of this sort. Au pays, la communauté sikh reste préoccupée, tout comme de nombreux experts en matière de sécurité nationale. Le gouvernement semble très pressé à vouloir signer des accords commerciaux et pas vraiment pressé à vouloir gérer les enjeux de sécurité nationale. C'est inacceptable d'avoir une position nucléaire dans l'Iran. Et sur la question iranienne, Ottawa appuie toujours Washington, tout en disant souhaiter une solution diplomatique. L'offensive israélo-américaine est-elle conforme au droit international? La ministre refuse de répondre. Comme j'ai dit, le Canada est un pays qui appuie toujours le droit international. Les événements des derniers jours au Moyen-Orient l'ont rappelé. La situation géopolitique actuelle est instable. Dans ce contexte, le Canada a besoin de nouveaux alliés, selon Mark Carney. Mais choisit-il les bons partenaires? Ce sera aux Canadiens de le déterminer. Ici, Yasmine Mehdi, Radio-Canada, New Delhi. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio on air avec du style, Alexandre Payne, Swag Radio, écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Info sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, les infos à la vitesse de la lumière. Allez à Brothers Café Créole pour déguster des plats délicieux. Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Nous irons à Beyrouth. Beyrouth visée par de nouvelles frappes aériennes israéliennes. L'armée israélienne a déclaré que les centres de commandement et les dépôts d'armes du Hezbollah à Beyrouth étaient visés. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Beyrouth, touchée par des frappes aériennes israéliennes ce mardi matin. Dans la capitale libanaise, l'armée israélienne a pris pour cible les centres de commandement et les dépôts d'armes du Hezbollah, qui a riposté en lançant des drones contre une base militaire israélienne. Des frappes interceptées par les défenses aériennes de Tsahal. Dans un communiqué, le Hezbollah, soutien du régime islamique iranien, a déclaré que la confrontation est un droit légitime et que les tirs de roquettes étaient une réponse à ce qu'il qualifie d'agression après l'offensive israélo-américaine sur l'Iran qui a débuté samedi. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Hezbollah a attaqué le nord d'Israël avec des roquettes et des drones.
En représailles, Israël a mené des frappes aériennes dans la banlieue sud de Beyrouth et le sud du Liban. Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 52 personnes ont été tuées et 154 blessées lors des frappes de représailles israéliennes. Le pays mène régulièrement des offensives contre le Hezbollah, principalement dans le sud du Liban, malgré le cessez-le-feu conclu fin 2024. Israël a stipulé dans cet accord avoir le droit d'attaquer les positions du Hezbollah s'il percevait une menace. Quelle leçon pour l'Afrique et les États de l'AES dans un monde sous tension, dans un contexte international marqué par les rivalités géopolitiques, les conflits armés et les reconfigurations d'alliances? L'Afrique se retrouve une nouvelle fois au cœur des enjeux stratégiques mondiaux. Pour les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, Mali, Burkina Faso et le Niger, les bouleversements actuels constituent à la fois un risque majeur et une opportunité historique. Écoutons les détails dans ce grand journal. En quoi l'Afrique ou les États de l'AES sont concernés par la situation? Il y a de fortes chances que cette conflagration-là finisse par une troisième guerre mondiale. Et si jamais il y a une troisième guerre mondiale, la plupart des pays seront détruits et ils vont se rabattre sur l'Afrique. Comme ils l'ont fait au temps de l'esclavage, mais cette fois-ci, ce sera encore pire et atroce, parce qu'ils vont éliminer les Noirs comme ils l'ont fait en Amérique et s'accaparer des territoires, et de la même manière qu'ils l'ont fait en Australie. Malheureusement, il y a beaucoup d'Africains qui sont toujours dans le déni et qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres et qui pensent que c'est lointain. Raison pour laquelle le président a eu à dire une fois que les faibles vont disparaître. Nous sommes dans un monde de force où il n'y a pas de loi. L'ONU ne régit absolument rien du tout, sauf que pour affaiblir encore davantage les faibles. Donc, il faudra que non seulement les pays arabes, mais surtout les pays africains se rendent à l'évidence que ce qui est en train de se jouer, non seulement c'est la sécurité mondiale qui est menacée, et l'Afrique n'est pas en reste. L'Afrique ne peut pas en pâtir. Et vous verrez dans les jours à venir, si ce conflit-là dure, peut-être que nous allons payer les litres d'essence à 5 000 francs dans nos stations. Parce qu'il y a déjà le détroit d'Ormuz qui est en difficulté. Du Proche-Moyen-Orient. Est-ce qu'il y aura un changement de régime en Iran? Ceci n'est pas une soi-disant guerre de changement de régime, a déclaré lundi le secrétaire américain de la Défense, Pete Hegseth. En attaquant l'Iran, les États-Unis cherchent à anéantir la marine iranienne, détruire sa capacité de fabriquer des missiles et empêcher le financement de groupes terroristes. De leur côté, la majorité des Américains s'opposent à cette intervention militaire qui, selon le président américain, pourrait encore durer 4 à 5 semaines. Les détails avec Azed Wol-Georgiev dans ce grand journal. Tambour, trompette, l'entrée solennelle, c'est la première intervention du président américain à la Maison-Blanche depuis les bombardements en Iran. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran. Les États-Unis continuent de mener des opérations militaires à grande échelle, dit-il, pour éliminer les graves menaces que pose ce terrible régime. L'objectif, anéantir la marine iranienne, détruire leur capacité de fabriquer des missiles et empêcher le financement de groupes terroristes. The regime already had missiles capable of hitting Europe. Le régime avait des missiles capables de frapper l'Europe, dit-il, et aurait bientôt eu des missiles capables d'atteindre notre belle Amérique. La menace était imminente, renchérit Marco Rubio. Si l'Iran était attaqué, il nous aurait attaqués et nous n'allions pas rester assis et encaisser le coup. Pourtant, lors de réunions à huis clos avec le Congrès dimanche, 2 membres du renseignement auraient démenti cette information, voulant que l'Iran prévoyait d'attaquer les forces américaines en premier. Le public non plus n'est pas convaincu. 59% des Américains s'opposent à cette intervention militaire, 60% estiment que le plan n'est pas clair. Ils ont commencé cette guerre sans la permission du peuple américain, dit-il. Il y a quelques mois, l'administration a dit qu'elle avait oblitéré le programme nucléaire iranien. Est-ce que c'était un mensonge ?
from this administration they had obliterated Iran's nuclear program. Was that a lie? This was our last best chance to strike. C'était notre dernière chance d'attaquer, renchérit Donald Trump, pour éliminer la menace. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. On avait prévu que ça allait durer 4 à 5 semaines, dit-il, mais on a la capacité d'intervenir plus longtemps. La possibilité d'envoyer des troupes au sol n'est pas non plus écartée. Un peu plus tôt au Pentagone, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a répondu aux questions des médias, contrairement à Donald Trump, avec le chef d'état-major Dan Kane. This is not a so-called regime change war. Ceci n'est pas une guerre pour un changement de régime, dit-il, Sure did change. mais le régime a changé et le monde est meilleur. Is better off for it. Ce ne sera pas une guerre interminable, dit-il, ce n'est pas l'Irak, j'y étais. No stupid rules of engagement. Pas de stupides règles d'engagement, dit-il. Pas de guerre politiquement correcte, on se bat pour gagner. We fight to win and we don't waste time. Le ton est donné. Or lives. At 15:38. C'est à 15h38 vendredi que l'ordre a été donné par le président, dit Dan Kane. L'opération est approuvée, a écrit le président, en leur souhaitant bonne chance. No aborts, good luck, close quote. La grande vague arrive bientôt en Iran, aurait dit Donald Trump à un journaliste. Quant au secrétaire d'État Marco Rubio, il a affirmé que le pire reste encore à venir. Ici Azza Bodlegergis, Radio-Canada, Washington. Nous irons au Rwanda dans ce grand journal. Washington, Kigali, Kinshasa, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions visant le Rwanda, l'accusant de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, RDC, dans un contexte de tensions persistantes dans l'Est congolais. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Les États-Unis ont annoncé des sanctions à l'encontre de la force de défense rwandaise pour avoir violé un accord de paix en République démocratique du Congo. Lundi, le porte-parole du département d'État, Tommy Pigot, a cité 4 officiers, dont le chef d'état-major de l'armée, Vincent Nyakarundi. Ces chefs militaires sont frappés de gel des avoirs aux États-Unis et interdits de transactions financières. Washington les accuse d'avoir joué un rôle déterminant dans les avancées du M23. Ce groupe rebelle est déjà sous sanctions onusiennes et américaines pour d'horribles violations des droits de l'homme, notamment d'exécutions sommaires et de violences contre des civils, y compris des femmes et des enfants, selon le communiqué officiel. Tommy Pigot précise que le soutien continu des RDF et de leurs hauts responsables a permis au M23 de s'emparer de territoires souverains de la RDC et de poursuivre ces graves violations. Le Rwanda, partenaire de longue date des États-Unis, a toujours nié son soutien direct au M23, exigeant que Kinshasa réprime les militants Hutus liés au génocide de 1994 au Rwanda, qui visait les Tutsis et les Hutus modérés. En Haïti, le Conseil électoral provisoire, CEP, a officiellement annoncé le lancement du processus d'enregistrement des partis politiques, des groupements et des regroupements en vue de prochaines élections et de prochaines échéances électorales. Cette étape marque un tournant stratégique de la relance du processus démocratique du pays. Le récit est signé Télé Métropole dans ce grand journal. Une première journée d'enregistrement des partis politiques très sereine au local du Conseil électoral provisoire. À Pétionville, seuls de rares représentants de structures que l'on pourrait qualifier de particules ont défilé, la plupart pour s'enquérir du processus. Donc chaque nègre contenté seulement, chaque jour transition, c'est pas progrès de fait. Nous 40 ans de transition, côté nous 350 milliards de dollars américains de gaspillage. Pas de travail, pas de système de sécurité sociale. Employés qui sont même dans l'État pour dire qu'il y a une pitance misère dans le fonds de retraite. C'est blague. D'où la nécessité, dans ça que nous, là nous-mêmes, nous disons qu'il faut aller dans l'élection, que le meilleur gagne. Et ça, là, c'est seul un pouvoir légitime qui est capable de manier. De la nécessité d'organiser le scrutin au plus vite après plus de 10 ans sans élection, tel est l'argument avancé par certains représentants de structures politiques. Ils se déclarent prêts à se soumettre au verdict populaire. Démarche tôt ou tard de une élection pour que les gens qui peuvent sortir dans l'élection, c'est des gens qui légitimes, qui ont une légitimité populaire. Mais cependant, une première contrainte que nous avons dans le pays, c'est que nous avons un phénomène
insécurité qui, dit, prend tout espace pays et particulièrement dans le département de l'Ouest et le département de la Tibonite, deux plus gros départements en termes de population. Presque moitié population en âge de voter. Ça, c'est la première préoccupation de l'OPL. Mais cependant, comme je t'ai dit dès le début, l'OPL, en tant que parti politique, toujours en mode de préparation des élections. Le processus est désormais lancé, alors que de plus en plus de voix continuent d'exprimer leur inquiétude quant à la tenue des joutes électorales cette année. À côté des préoccupations sécuritaires, le flou politique persiste. À l'heure où il est question d'un remaniement ministériel, les partis se préparent à être représentés dans le prochain gouvernement. De quoi renforcer les inquiétudes concernant la tenue rapide des élections. Pour ce processus incertain, l'État haïtien a pourtant déjà mobilisé plus de 82 millions de dollars. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 3 mars 2026. Avant de partir en couleur du temps pour ce jour, température maximale environ 37 degrés Fahrenheit. Température minimale environ 33 degrés Fahrenheit. Ciel nuageux avec période de neige mêlée de pluie dans l'après-midi. Mélange de neige légère et pluie possible surtout dans l'après-midi. Ces conditions typiques de début de mars montrent une météo froide avec possibilité de précipitations hivernales, alors que la région se trouve encore dans la transition hiver-printemps. Conseil météo pour aujourd'hui, habillez-vous chaudement, en particulier le matin et en soirée. Attention aux surfaces glissantes si pluie neige tombe en même temps. Préparation recommandée si vous prévoyez des déplacements, si vous souhaitez sortir. Alors, il faudra porter les manteaux et un gant. Voilà. C'est la fin. Joyeux mardi. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas avec vous dans les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24h/24. On air avec du style Swag Radio. Les infos sans cassure, sans bavure, P-News. Pour rester bien informé, info à la vitesse de la lumière, référence en matière d'infos, P-News. Brothers Café Créole de Place to Be, la cuisine haïtienne est bonne là-bas, au 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 294 1425. Brothers Café Créole, delicioso. Allez, joyeux mardi, rendez-vous c'est pour demain. Gardez le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.